Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Sénat recommande des poursuites dans l'affaire Petro-Caribé. Le Grand Corps a voté mardi le rapport de la commission d'éthique recommandant la transmission aux autorités judiciaires du rapport de la Cour des comptes. Le président de la Chambre des députés, Gary Baudot, invite le chef de l'État à trouver une entente avec son Premier ministre. Selon lui, si Jean-Henri Séan et Jovenel Moïse n'arrivent pas à s'entendre, l'un d'entre eux va devoir démissionner. Le dossier des 8 personnes arrêtées pour détention illégale d'armes à feu continue de défrayer la chronique. Nous venons d'apprendre que ces personnes ont été exfiltrées vers les États-Unis et sont parties par le dernier vol de la American Airlines. Les 7 étrangers, dont 5 Américains arrêtés pour détention illégale d'armes, ont été exfiltrés ce mercredi vers les États-Unis. Ils ont laissé le pays à bord d'un vol de la compagnie American Airlines. Mais le mystère continue d'entourer les circonstances du départ de ces hommes qui devaient être entendus par la justice haïtienne. Rappelons que 8 individus lourdement armés, dont 7 étrangers, ont été appréhendés dimanche par la police nationale au centre-ville de Port-au-Prince. Au cours de cette opération, menée par le commissariat de Port-au-Prince Cafétéria, des armes automatiques, des matériels de communication, des véhicules, plusieurs plaques d'immatriculation et des munitions ont été saisis. L'ambassade américaine en Haïti avait confirmé la présence de ressortissants américains dans les rangs de ces 8 personnes. Elle avait précisé, pour des raisons de confidentialité, qu'elle ne pouvait pas en dire davantage. Maître Reynolds Georges, de son côté, avait indiqué que les 8 suspects arrêtés s'apprêtaient à cambrioler la BRH. Le Premier ministre haïtien, Jean-Henri Séan, avait, dans une interview à CNN, affirmé, quant à lui, que ces étrangers fomentaient un complot contre la primature et le Parlement. 13 milliards de gourdes pourront être récupérées grâce à la coupe de certaines dépenses non essentielles au sein de l'État, annonce le ministre de l'Économie et des Finances. L'exécutif et le Parlement sont concernés par ces mesures, selon Ronald Décembre. Pour ce qui a trait à rubrique, par exemple, rubrique achat de véhicules. Le fait que nous achetons des véhicules, ça permet que programmation qui était 680 millions de gouttes, eh bien, nous avons une programmation de 680 millions de gouttes. Programmation, ça va permettre que nous retirions 525,4 millions de gouttes sur achat véhicule. Nous gelons sur achat véhicule. Sur rubrique subvention, nous avons programmé 4,820. Nous retirons 1,755 milliard gouttes. Dans ça, il y aurait les dépenses de personnel. Ce n'est pas salaire, non? Nous retirons 2,6 milliards de gouttes là-dedans. Concernant une série de projets, par exemple, de projets qui en temps qu'à exécuter, et projets ça c'est pour 6 mois à exécuter, nous retirons environ 6 milliards de gouttes dans la rubrique projet. Pour ce qui a trait à location de véhicules, à versement de per diem, à réduction de quotas de carburant, à achat de cartes de recharge. Dépenses qui sont essentielles, dans le chiffre, nous sommes aux alentours de 13,4 milliards de gouttes. 13 milliards 467 990 883 gouttes. 683 gouttes. Donc, ce qui fait que, bon coupe qui fait, bon diminution de dépenses qui est liée à réduction de train de vie de l'État à partir de décisions qui prend, et ça chiffré à hauteur de 13 milliards 467 990 000 gouttes 880. Nous n'avons pas besoin d'arriver dans une situation côté que l'émission monétaire là pour engendrer des situations côté que des situations inflationnistes, des situations côté que taux de change a augmenté, parce que nous avons parlé de cherté de la vie, nous avons parlé de coût de la vie, il y a une grande composante majeure et fondamentale, c'est le taux de change. Actuellement là, tout produit monté, ça fait tout produit monté.
parce que le taux de change là augmente. Le décrochage de taux de change là qui fait que tout produit monte. Puisque les produits à importer, surtout c'est des produits qui importés. L'on importe produit, on est obligé d'appliquer taux de change en cours là, sous importation. Ça fait que le prix produit vient augmenter correctement puisque le taux de change a augmenté. Le malaise entre le Premier ministre et le chef de l'État préoccupe au plus haut point le président de la Chambre des députés. Garibodo se dit déçu et insatisfait de la façon dont le pouvoir exécutif gère la crise socio-économique et politique actuelle. Le député de Delma, qui s'est entretenu mardi avec le président de la République, prône d'abord un dialogue entre les deux têtes de l'exécutif, ensuite avec tous les secteurs de la vie nationale. Selon lui, je cite, « Si Jean-Henri Séan et Jovenel Moïse n'arrivent pas à s'entendre, l'un... » Moi-même, ça m'a prôné, on chita attendait. National d'abord, entre Premier ministre Jean-Henri Séan que je rencontré, président que je rencontré. Donc je dis à président Chambre député a presque tourné conseiller conjugal. Donc moi je pense que si Premier ministre avec président il pas 40 ans, je pense à la fin de la journée, il faut que quelqu'un qui démissionne. Pour ça que dans la rue là, je ne pas quoi Premier ministre avec président. D'un côté, nous avons un film cinéma qui a monté. Et qui dit qu'il a assassiné Garibodo, il a assassiné le Premier ministre, tout dit, tout le monde ça, personne ne va pour assassiner. Donc, je ne vais pas en faire personne. Donc, je pense que il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes dans le pays pour nous régler. Nous n'avons pas avoir une crise au timon des affaires au niveau de l'exécutif. Pendant que le peuple haïtien, je dis, la vivre avec moins que $2 américains. Donc, je dis, moi-même comme président de la Chambre des députés, qui ne pas petit, moins préoccupé parce que si 7 juillet fait que ils ont crasé tout le business d'Elma, ils ont crasé des limates qui ont au moins perdu 350 emplois directs. Donc je dis à moi-même, moi je me préoccupé non situation d'instabilité générale. C'est la raison pour laquelle le président quant avec moi, nous avons été voir le Premier ministre, nous avons été voir le président de la République également pour demander un plan de sortie de crise parce que au niveau du Parlement, nous avons pile consultation à faire au niveau du Parlement, nous pensons faut qu'il y ait un accord qui joigne sous des accords qui gagnent dans la société. Bon, le président a montré qu'il est ouvert pour le dialogue, il est prêt pour faire toute discussion, mais une discussion va faite sous table. Donc, si FAC Kachita avec le président colombien qui était en exercice là, avant le président Clark Kounia pour faire un dialogue, donc, côté il y a un mouvement, il y a un dialogue, je n'ai pas besoin de dire, côté il y a une manifestation pacifique. Côté les gens qui sont dans la rue, ce sont ceux qui ont été au pouvoir hier. Je dis à l'autre groupe qui est sous pouvoir, il y a beaucoup Marvel. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc ces mêmes acteurs, c'est si X prend pouvoir, Y prend pouvoir, ce sont les mêmes résultats que nous avons depuis 30 ans et plus. Donc si nous n'avons pas chita hier, nous n'avons pas chita avant hier, mais je dis, la situation recommande à ce que nous comportions entre hommes et femmes d'État. C'est au forceps que les sénateurs haïtiens ont voté hier mardi 19 février la transmission du rapport de la Cour des comptes sur le dossier Petro-Caribé aux autorités judiciaires. Le document, en réalité, un rapport partiel représentant un tiers des projets financés, a été transmis au Premier ministre Jean-Henri Séan. Le chef du gouvernement, proactif dans cette affaire, était présent au palais législatif accompagné du ministre de la Justice Roudi Ali et du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince Paul Héronce-Villard. Le document a été transmis officiellement et formellement au chef du parquet qui en détient déjà une copie. Il s'agit pour l'exécutif d'éviter une erreur dans la procédure légale en la matière. Les sénateurs ont transmis le dossier aux autorités judiciaires, mais ne se sont pas dessaisis du dossier. L'ensemble des pairs conscrits a approuvé les recommandations de la Commission éthique et anticorruption qui prévoit des procédures complémentaires et parallèles au sein des pouvoirs judiciaires et législatifs. 14 députés réclament la mise en accusation du président Jovenel Moïse pour des faits constitutifs de crimes de haute trahison.
Cet acte parlementaire est posé dans un contexte où le pays s'enlise dans une grave crise sociopolitique. Dans ce document daté du 18 février, les députés signataires, Joseph Marie-Louis, Roger Millien, Jean-Robert Bossé, Ronial Smith, Bertrand Sinaï, Printemps Bélisère, Quetel Jean-Philippe, Abel Descollines, Deus Desronette, Jean-Marcel Luméran, Vickenson Garnier, Jean Féquière Julien, Franck Lauture et Reynald Exantus demandent au président de la Chambre basse, Garimodo, d'accorder à leur demande le bénéfice de l'urgence. En effet, les élus accusateurs du locataire du Palais national souhaitent que toutes les dispositions soient prises, toute affaire cessante, sur la mise en accusation. Dans l'éventualité où Jovenel Moïse serait destitué, les députés de l'opposition demandent à ce que le président soit traduit devant les tribunaux de droit commun pour, nous citons, répondre des faits de corruption et de massacre qui lui sont reprochés. Au milieu des troubles qui affectent le pays depuis quelques jours, quelque temps déjà, Haïti vient de subir un nouveau choc. L'association des tour opérateurs, les ambassades, viennent de classer Haïti au niveau d'alerte numéro 4, c'est-à-dire le niveau le plus élevé, et ça équivaut pratiquement à dire aux gens, surtout, n'allez pas en Haïti, ce n'est pas une destination sûre. Pour parler de cette situation et des conséquences qui se font déjà sentir sur le pays, nous avons avec nous ce soir Madame Marie-Christine Stephenson, ministre du Tourisme. Bonsoir Madame la ministre. Bonsoir Serge. Merci à Radio Télémétropole de s'intéresser aux choses essentielles. Des choses tout à fait capitales, en effet. C'est tout le secteur du tourisme qui vient de subir un très grand choc avec cette mesure. Mesure que vous-même, dans de précédentes déclarations, n'avez pas tout à fait comprise. Vous n'avez pas compris pourquoi, en dépit de la situation, est-ce que nous sommes aujourd'hui classés au même rang que l'Afghanistan, la Libye ou le Soudan du Sud, où la guerre, littéralement, fait rage. Exactement. Bon, justement, donc le secteur vient de prendre un nouveau coup très fatal pour lui, puisque, rappelons-le, ça ne fait pas très longtemps qu'il avait subi de plein fouet les émeutes du 5, 6, 7 juillet, et ce qui, effectivement, a conduit à un changement de gouvernement, un réajustement du plan d'action, de la stratégie touristique, et à peine chaque fois qu'il y a eu une certaine reprise dans les interludes entre deux crises politiques et socio-économiques, eh bien, à chaque fois, ce sont des coups durs qui sont accumulés pour le secteur touristique qui déjà était décapitalisé. Donc, oui, c'est très dur. Et le secteur touristique avec qui je m'associe, vraiment souhaite une reprise rapide du dialogue, qu'on aboutisse à des solutions immédiates pour pouvoir vraiment déloquer le pays et retrouver progressivement le chemin du développement. D'accord. Donc là, nous allons parler évidemment de la situation locale avec ceux qui ont décidé de bloquer le pays. Mais quels sont vos interlocuteurs au niveau international? À qui pouvez-vous, vous, ministre du Tourisme en Haïti, vous adresser pour leur dire hey, qu'est-ce qui se passe? Asseyons-nous, discutons et voir ce qui peut être fait. Quels sont vos interlocuteurs? Tout d'abord, il s'agit de faire un travail sur nous-mêmes. Bien sûr. Il ne s'agit pas de dire c'est la faute aux autres. D'accord. C'est le travel warning, même le numéro 2, même le level 2 et 3, n'est pas acceptable pour un pays caribéen qui voit passer une manne touristique autour et qui n'en attrape que des miettes. Donc, il faut déjà faire un travail profond sur nous-mêmes. Certes, la stratégie que nous avons adoptée voulait mettre l'accent sur les pôles touristiques en dehors de la capitale, pour dire que Haïti, ce n'est pas forcément la zone métropolitaine, c'est Jacmel, c'est Port-Salut, c'est le Cap, c'est la Badie, etc. Voilà. Mais on voit que même ces pôles, certains, si je prends le cas de Milo, par exemple, avec le parc historique, eh bien, sont coupés.
Donc, là aussi, c'est loc. Donc, quelque part, il y a un problème au niveau... Certes, il y a des problèmes purement socio-économiques qui sont légitimes, mais il y a aussi un problème il me semble, de fermeture en direction de l'étranger et de l'investissement externe et même du secteur touristique. Donc, il faut vraiment faire un travail d'abord sur soi, parce que d'autres pays qui ont aussi des problèmes économiques, des problèmes sociaux, des problèmes sécuritaires, font du tourisme. C'est le cas de la Colombie, c'est le cas de notre voisine, la République dominicaine, c'est le cas de la Jamaïque et bien d'autres pays qui, eux aussi, ont parfois des crises aussi qui gèrent, mais ils arrivent à maintenir, à gérer les crises et à avoir des couloirs de développement économique et particulièrement touristique. Bien sûr, ça c'est un travail de moyen et de long terme, mais dans l'immédiat, il s'agit d'abord de se regarder dans les yeux et de mettre en place les balises pour que le travel warning baisse à 3, ensuite 2, et pourquoi pas ne pas avoir de travel warning du tout sur Haïti, puisque en général, c'est pas ça le pays, c'est aussi beaucoup d'accueil. Nous avons des témoignages de touristes qui viennent en Haïti qui ne se sentent pas du tout menacés. Donc, c'est pour ça que j'essaie aussi qu'il y ait d'autres sons de cloche qui sortent, parce que, notamment, il n'y a pas eu d'attaque contre les touristes en particulier. Il y a eu beaucoup de rumeurs, mais en soi, les aéroports n'ont pas été attaqués, les touristes... Il y a eu des tentatives quand même. Sur les aéroports? Oui, sur l'aéroport de Port-au-Prince en particulier. Ils ont été bloqués par la police. Par la police? Oui, non, bien sûr. C'est différent. Soyons exacts. Donc, ça a été protégé par la police. Donc, il y a la police. J'en profite pour saluer le travail immense qu'a fait la police, avec qui on était en monitoring en permanence, 24 sur 24. Je salue aussi mes collègues ministres et bien sûr tout le gouvernement, toute l'administration Jovenel Moïse et Jean Risséan, qui ont fait un travail de coordination immense pour qu'il y ait moins de casses que possible. Certes, il y a eu des débordements, mais jamais les touristes n'ont été directement attaqués. J'ai pris contact avec les ambassades. Je suis en train de prendre contact avec les vendeurs de billets en ligne, c'est-à-dire Expedia et tous les autres, qui ont suivi parce qu'eux aussi, ils ont un ensemble de paramètres à respecter. Donc, c'est un travail basé sur les faits. Donc, c'est un travail qui doit être fait de manière conjointe et c'est déjà entamé et nous espérons que ça va donner des résultats très rapides. Donc vous êtes en rapport avec des boîtes comme Expedia. Il est certain qu'ayant reçu un travel warning de niveau 4, j'imagine que la première chose qu'Expedia a faite, ça a été de supprimer Haïti de sa liste. C'est ça. C'est lié aussi aux assureurs qui ne peuvent pas assurer les pays qui sont ne peuvent pas assurer des clients qui visitent des pays sous le niveau 4. Donc, bien sûr, c'est un travail qui doit être fait, mais nous sommes confiants parce que le secteur est quand même bien présent et les quelques infrastructures qui ont été construites suite au tremblement de terre, nous parlons de plus de 220 millions de dollars d'investissements directs qui ont été réalisés, sont bel et bien là. Les sites touristiques sont bel et bien là. La culture haïtienne est toujours bel et bien là et attractive, ainsi que les sites naturels et le patrimoine. Donc tout cela, en fait, tous les éléments sont là pour faire du tourisme. Il nous faut surtout une bonne entente au niveau de la classe politique. Madame Stevenson, je crois que vous voulez qu'on prononce. Est-ce que vous avez déjà réussi à faire le bilan de ces quelques jours et de ces quelques semaines sur ce secteur? Nous savons aujourd'hui que beaucoup d'hôtels, j'entendais certains dire, nous n'avons plus que 3 clients, qu'est-ce qu'on peut faire?
Hein, la côte des Arcadins, aujourd'hui, est relativement fermée. Oui. Oui, c'est ça. Donc, bien sûr, tout le monde demande des bilans, alors que la situation n'est pas forcément stabilisée. Donc, nous avons... Voilà. Donc, nous sommes en train, au jour le jour, de faire des sondages. J'ai déjà quelques chiffres. Je peux vous dire, par exemple, que le Sud... était sur le point de fermer, avait déjà tiré la sonnette d'alarme et certains hôtels étaient déjà fermés depuis avant, disons, autour du mois d'octobre et décembre. Et Sud-Sud-Est ont vraiment été les premiers à cause des blocages au niveau de la route nationale numéro 2 et la côte des Arcadins avec Moulins-sur-Mer qui vient de fermer et bien sûr notre seul resort qui ne peut pas accueillir ces touristes dans de telles conditions avec des blocages récurrents malgré un déblocage quotidien quasiment, mais aussi un reblocage. Donc en fait, nous avons un secteur touristique qui est littéralement en berne avec des taux d'occupation qui varient entre 0,4% et jusqu'à 7%, peut-être 6-7% au niveau du pôle Nord, mais c'est vraiment la catastrophe. Cependant, j'aime bien rappeler que c'est un secteur qui est naturellement résilient puisque nous avons la possibilité du jour au lendemain, une fois qu'on déloque le pays, de pouvoir rebondir. Oui, parce que là, en fait, on parle de milliers d'emplois et vous avez rappelé que pour chaque personne qui travaille en Haïti, ce sont entre 8 et 10 personnes qui vivent. N'oublions pas ça. C'est énorme, c'est absolument, et c'est un secteur qui est très porteur. Ici en Haïti, comme vous le rappeliez tout à l'heure, nous avons tout pour faire une destination de premier choix. Et je vous rappelle que Taleb Rifai, qui est l'ex-secrétaire général de l'OMT, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à la Jamaïque l'autre jour, a eu à dire d'Haïti en le visitant que c'était le secret le mieux gardé de la Caraïbe. Effectivement, je pense que c'est ce qui fait de nous notre authenticité et c'est ce qui fait que dans toutes les fois où nous participons, Haïti est une destination recherchée et de choix pour les tours opérateurs. Notamment, il y a Voyage Lumière qui a amené des Australiens en Haïti qui sont tombés en amour du pays parce que c'est des expériences uniques. Vous parlez de là maintenant. Là maintenant, tout de suite. Il y a un groupe d'Australiens. Cette semaine, nous avons avec nous des Australiens. D'ailleurs, j'invite la population haïtienne à bien les accueillir, à leur donner tout ce que nous avons de meilleur. Parce que avant tout, c'est les Haïtiens et les Haïtiennes qui font d'Haïti une expérience unique. Absolument. Bon, donc, Madame la ministre, j'imagine que vous souhaiteriez profiter de ce passage à Metro News pour lancer un appel quasi désespéré, en tout cas patriotique, à ceux qui aujourd'hui ont décidé de bloquer le pays avec toutes les conséquences que vous venez d'évoquer et qui sont tragiques. Absolument. J'aimerais dire que l'inflation que nous décrions tous peut trouver des solutions si nous déloquons le pays, si nous l'ouvrons pour l'investissement international, si nous l'ouvrons pour les devises étrangères, notamment, je prêche bien sûr pour ma paroisse, mais pour tout le reste, puisque le secteur du tourisme est un secteur qui est naturellement transversal, qui offre des opportunités, des débouchés pour le secteur agricole, pour le transport, pour tous les autres secteurs. Et en ouvrant le pays, en le déloquant, nous ouvrons aussi la porte pour le développement. Donc l'inflation, n'oubliez pas que le tourisme, c'est d'abord le premier qui apporte les devises directement injectées dans l'économie locale, régionale et nationale. Et je ne parle même pas de ce qui rentre dans la caisse de l'État, parce qu'il y a une entrée directe pour l'État, mais il y a aussi l'entrée directe dans la poche du fournisseur, du vendeur, de l'artisan, de l'agriculteur et tout ça. Donc c'est vraiment un appel que je fais au patriotisme, effectivement, parce que ce pays, il mérite mieux que ça. Il est suffisamment beau, suffisamment chargé en histoire, suffisamment attractif en culture pour
avoir vraiment une nouvelle destination touristique dans la Caraïbe. Et étant donné que nous sommes le secret le mieux gardé, nous avons aussi les plus grandes potentialités de développement. Merci. Madame Stephenson, Marie-Christine Stephenson, merci infiniment d'être passée nous voir aujourd'hui à Métropole et j'espère que votre appel sera entendu et que le pays sera rapidement et de manière durable débloqué. Merci. Débloqué, oui, puisqu'il est lock, on va le unlock. Merci infiniment, bonne fin de soirée. Au revoir. Et moi, je veux dire à médias, moi, je veux dire à toute population que l'image pays, c'est l'image PAM. Donc, on nous travaille sur une meilleure image que nous avons. Parce qu'il y a d'autres pays qui ont un problème, pas yo, Jean G. Perry, artiste que vraiment en pile, vraiment dit, chaque pays a un problème, pas yo. Nous-mêmes, on nous gère le problème, pas nous, en famille, et on nous projetons l'autre image. Merci en pile. Merci infiniment, bonne fin de soirée. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était Marie-Christine Stephenson, ministre du Tourisme, qui faisait le point de la situation dans le secteur qui l'intéresse en particulier. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.